chers amis, bonsoir. Excusez-nous pour le petit retard et la rage, mais vous avez assisté à la mise en place du décor. Tout va bien. Donc nous sommes heureux de vous accueillir, vous, et principalement, évidemment, notre invité, Emmanuel Perron, qui ce soir va nous emmener pour un grand voyage sur les routes de la soie. Autrement dit, pour préciser donc qui est notre invité Emmanuel, d'abord, vous le constaterez, c'est un expert et conférencier international. D'où ça veut dire à La Réunion, principalement. Voilà. Et tu n'as pas affiché d'ordinaire du mai, docteur Emmanuel Perron. Je suis une star internationale à La Réunion, il n'y a plus besoin de le préciser. Bon, alors vous le savez, il est docteur effectivement en géographie. Et ses études l'ont amené à devenir peu à peu spécialiste de la Chine. Chine contemporaine, relations internationales, mais aussi un large détour par le passé. C'était la conférence d'hier à Saint-Pierre. Excellente conférence, je le précise déjà, pour les personnes qui sont revenues ce soir. Vous êtes bien d'accord? Oui. Voilà, c'est ça. Alors, il donne également des cours à l'INALCO, et vous n'êtes pas sans connaître ce qu'est l'INALCO, c'est-à-dire l'Institut national des langues et cultures orientales. Voilà. Alors ce n'est pas là qu'il a appris le chinois, mais si vous voulez dialoguer avec lui en chinois mandarin, aucune difficulté. Il a une grande aisance aussi bien dans cette langue que dans la nôtre. Voilà. Là, c'est ce personnage, n'est-ce pas? Alors, INALCO, ai-je dit, mais également il intervient à l'école navale de Brest et dans d'autres lieux où on le demande. Et peut-être beaucoup parmi vous l'ont vu sur les ondes de télévision, que ce soit France Info, par exemple TV, ou encore LCI et BFM2. Pas moins demandeur, mais à peu près. Vous avez dit à part. Voilà. Alors, ce qui vous réjouira aussi, parce que la soirée vous sera particulièrement agréable et instructive, mais pour ceux et celles qui voudraient creuser un petit peu la question, il est aussi l'auteur de cet ouvrage qui s'intitule « La Chine face au monde, une puissance résistible ». Alors hier on m'a dit, tiens, voilà un nouveau mot que je ne connaissais pas. Vous voyez, vous verrez en lisant l'ouvrage, où est le degré de résistance. Bon. Mais il en sera question, bien évidemment, ici. Et puis, j'ajoute le dernier point, parce qu'il arrive que des entreprises s'installent encore en Chine. Imaginons, par exemple, que vous vouliez, vous, n'est-ce pas, construire de centrales nucléaires en Chine. Eh bien, il vous faudra connaître un petit peu la civilisation du pays, et puis peut-être un petit peu de langue, etc. Et alors, vous vous adresserez à notre invité, Emmanuel Perron, en personne. Alors, je disais tout à l'heure, les routes de la soie, en effet, les plus anciens adhérents parmi vous et adhérentes ont peut-être le souvenir du fait qu'en 2006, nous avions invité une dame qui s'appelait Liliane Coste, qui était magnanerelle. Qu'est-ce que c'est que cette chose particulière? Et de faire à soi. Bravo! Voilà, les gens, ils me connaissent. Bah, c'est dans l'opéra, ça. Ah! Chanter maintenant, Très bien. Alors en effet, elle élevait des vers à soie, et donc nous l'avions invitée à La Réunion pour qu'elle nous fasse état justement de cette culture du ver à soie. Alors pourquoi est-ce que j'évoque cette visite de Liliane Coste? C'est que en sériciculture, l'élevage du ver à soie, pour obtenir le fil de soie que l'on dévide du cocon, il faut, hélas, ébouillanter, vous l'avez dit, c'est-à-dire tuer le ver qui se trouve à l'intérieur. Alors quelques-uns frémiront en diront c'est une méthode barbare, mais alors pourquoi est-ce que j'évoque cela? C'est que précisément, en Chine, qui est l'origine évidemment de la culture du ver à soie, pour rapport avec l'aujourd'hui de la Chine, c'est que la politique chinoise veut que on extrait évidemment le fil à soie le plus naturellement du monde, les cocons font jusqu'à 80 voire 100 mètres, hein, n'est-ce pas? Mais en même temps, ne pas tuer le ver qui se trouve à l'intérieur. Si j'évoque cette question-là, c'est un peu au sens métaphorique, à savoir que les Chinois aujourd'hui, de par le monde, tissent leur toile, naturellement, mais en même temps
disons, à pas tipa, n'est-ce pas, s'installe dans le monde entier. Autrement dit, il faut que le verre franchisse l'étape du, comment on appelle ça, le Bombix Mori, n'est-ce pas, et puis se déploie par le monde entier. Voilà. Donc c'était en quelque sorte le rapport entre la route de la soie et justement la politique chinoise. Alors, je termine très rapidement, puisque évidemment la parole appartient principalement à notre conférencier, exclusivement. Mais je voudrais tout de même vous signaler, justement au travers de la métaphore que j'ai prise, un certain nombre d'articles que vous lirez avec intérêt, ils se trouvent sur Internet, si vous les cherchez. Eh bien, c'est précisément, puisque je parlais de tendre la toile de par le monde, en 2023, vous avez publié comment la Chine travaille à isoler l'Occident du reste du monde. Voilà un type d'article, mais aussi, hélas, question d'actualité, la Chine et la guerre en Ukraine, convergence sino-russe et intensification du front anti-occidental. Je cite encore 2 articles pour vous mettre un petit peu dans le bain. La mer de Chine méridionale au service des ambitions stratégiques et nationalistes de Pékin, ou encore, voilà, je vais m'arrêter là après, les BRICS, un enjeu géopolitique ignoré de l'Union européenne. Les BRICS, vous savez ce que c'est, naturellement. Alors, monsieur Hugo, c'est quelques pays qui sont autour de la Russie, je crois. Oui. Le Brésil, la Chine, peut-être. La Chine, oui, naturellement. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud et La Russie. Voilà. Et la Russie. Pour mieux contrer en quelque sorte l'Occident. Voilà. L'Occident risque d'être détruit. Alors, entrons maintenant dans le mythe, le grand jeu, le choc des empires au 19e et 20e siècle. Bien, je commence sans micro et je pense que je vais continuer avec un micro et peut-être finir avec le micro. On va voir. Nos amis sont en train de régler le sujet. Bien, vous m'entendez suffisamment, n'hésitez pas à me dire hurler, on ne vous entend pas, jetez-moi des tomates, j'adore ça. Bien, mesdames et messieurs, je suis ravi de... Conférencier international, comme la tomate, oui. Mesdames et messieurs, je suis absolument ravi de vous retrouver, pour certaines d'entre vous. Hier soir, nous avons... entamer ce cycle de conférences sur un grand thème des routes de la soie, avec une perspective plutôt historique et géographique, où on a essayé de montrer que, en fait, la profondeur de la masse continentale eurasiatique avait été, depuis plusieurs millénaires, l'objet de circulation des hommes, circulation de biens, de tout un tas de produits, dont la soie, qui a probablement été très amplifiée au cours de l'histoire et donc aurait donné le nom à ces axes de communication, mais aussi circulation d'idées, circulation de sciences et techniques, circulation de rites, de religions et de savoirs. On avait terminé hier soir la conférence par le fait qu'on a eu heure et malheur, ou en tout cas une période faste pour les fameux axes de circulation pluriels multiples des routes de la soie, où on avait une connexion, une mise en connexion des différents empires chinois à travers le temps, et empire romain, grec, Alexandre le Grand ont été évoqués, mais aussi les empires parthes et autres couchants, etc. Le sujet qui nous a été donné hier soir était de voir que ces routes avaient privilégié les axes terrestres. Arrive un changement géopolitique, un changement technologique, un changement en fait très politique, avec la montée en puissance du domaine naval et maritime, d'abord et avant tout porté par une large partie de l'Occident. Et au sein de l'Occident, vous le savez bien, univers portugais, espagnol, mais aussi vénitien dans les faits. Donc finalement, une partie de l'Europe occidentale qui se lance dans une nouvelle aventure plutôt maritime et navale que terrestre. Ce qui va correspondre avec un déclin relatif, progressif et puis presque définitif, si je puis dire, de ces grands axes de
de circulation depuis l'Empire chinois jusqu'à quelque part dans le bassin méditerranéen, au profit de nouvelles routes maritimes, de nouvelles géographies, une géographie des Amériques, une géographie du pourtour africain, une géographie renouvelée et consolidée du bassin indien, du bassin océan Indien, par la navigation, par les comptoirs et par finalement, au-delà du cabotage, une navigation qui était organisée sur plusieurs mois, plusieurs années, pour trouver de nouveaux marchés, de nouveaux produits. On passait de routes de la soie à des routes des parfums, des encens, routes des épices, n'est-ce pas? Ce qui va nous concerner pour la deuxième partie de la conférence, mais j'ai construit les choses de telle manière que celles et ceux qui n'ont pas pu assister hier soir seront complètement à l'aise, en tout cas je l'espère, avec mon petit topo de ce soir et dans la continuité de ce que l'on proposera demain soir. Comme ça me permet de faire un peu de publicité pour que vous vous retrouviez demain soir, où on traitera quasi uniquement des sujets très contemporains pour demain soir. Donc regardons pour ce soir la période moderne, en tout cas contemporaine, de fin 18e, 19e jusqu'au milieu du 20e siècle. Je disais vie et mort des routes de la soie, fin des routes terrestres et montée en puissance des routes maritimes. Si on regarde un petit peu vous y voyez bien, c'est bon pour tout le monde, c'est important, toujours mieux. Quand on regarde un petit peu cette géohistoire moderne et contemporaine de la montée en puissance de ce commerce par voie de mer, vous avez bien évidemment Compagnie des Indes orientales, j'ai mis ici une planche qui permet d'avoir une illustration et quelques idées. On a effectivement un pendant historique de ce qu'était la route de la soie terrestre sur 2000 ans, ou sur 1500 ans, avec ces nouvelles compagnies, notamment des compagnies maritimes, recherchant de nouveaux marchés, de nouveaux produits, et finalement, ce que j'évoquais, une nouvelle géographie des comptoirs, des carrefours, des points de passage, ce qui fait qu'on a, dans cette armature des axes de communication, eh bien, des situations géographiques qui vont presque disparaître, ou en tout cas être beaucoup moins empruntées. Tout ce qui était par le passé de l'Asie centrale, de la Perse, va être progressivement délaissé pour une nouvelle géographie des comptoirs portugais, une nouvelle géographie des possessions et des empires espagnols, puis français, puis britanniques, et qui vont notamment être dans une logique d'articulation de l'Occident avec l'Orient par voie de mer, d'articulation entre l'Occident et l'Orient, ou les Orients par voie de mer. Je pense que la Compagnie des Indes est effectivement un sujet qui est assez éloquent de cette articulation, de cette communication, de ces nouvelles routes commerciales et finalement d'échanges culturels et diplomatiques. Et si on regarde d'autres exemples de la fin du 18e ou tout début 19e, vous avez l'exemple de l'expédition d'Égypte qui en fait s'inscrit dans cette épopée, dans cette aventure de trouver des nouveaux débouchés, d'être dans une logique d'orientation vers l'Asie ou vers l'Orient, avec une majuscule. Pourquoi ? Parce que vous avez Bonaparte, qui est à la fois grand lecteur et stratège, perçoit dans la logique égyptienne des mondes arabo-musulmans, eh bien un point de passage, un verrou, pour basculer d'un bassin méditerranéen occidental vers l'Orient. Et notamment en passant l'île, en passant la mer Rouge, en ouvrant vers l'Orient. Et bien évidemment, Moyen-Orient, Asie du Sud, bassin indien, jusqu'à l'Extrême-Orient. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là que l'on commence à avoir une nouvelle définition des découpages géographiques. Extrême-Orient s'opposant à l'Extrême-Occident, concernant des sociétés confucéennes, Japon, Corée, Empire de Chine, une partie de la péninsule indo-chinoise, ou en tout cas d'Asie du Sud-Est, comme on dirait aujourd'hui. Moyen-Orient, Extrême-Orient proche, Moyen, Extrême-Orient. Et si je regarde un moment l'articulation et la circulation des modèles, ou en tout cas des idées entre Orient et Occident, je vous soumets quelques réflexions où on était dans la continuité des missions jésuites, dans la continuité de l'exploration par les routes terrestres. On a rapidement évoqué hier soir Marco Polo, bien évidemment, qui est une figure assez emblématique, quasi légendaire et mythifiée. On avait
l'idée d'une réception des savoirs et des connaissances. C'est l'un des sujets que l'on avait pu aborder dans la discussion hier soir, où se développe en Europe, et j'insiste bien, dans la continuité d'une sédimentation des savoirs, une curiosité pour l'Orient. Curiosité, c'est-à-dire une définition et un attrait pour une altérité plus ou moins absolue, et une altérité qui va être gradiente à mesure que l'on s'éloigne géographiquement de l'Europe, de l'Occident. Plus je vais vers l'extrême-orient, plus je serai dans une logique d'altérité, de monde complexe et peut-être même de monde opposé à nos propres logiques à nous, sur la façon de gouverner, sur la façon de s'exprimer, sur la façon de vivre, etc., etc. On va être dans des logiques de réflexion, de construction des modèles d'altérité gradients en fonction de la distance euclidienne, en fonction de la distance géographique. Je reviens donc à la logique de recevoir ces connaissances, de la réception de ces savoirs. Va donc se constituer au sein des élites européennes, qu'elles soient élites, vous m'entendez toujours, il y a un typhon. Cyclone. Mais pas en Asie, je reviens dans l'océan Indien, et non pas l'Extrême-Orient. On a un intérêt croissant au sein des élites européennes, allemandes, britanniques, françaises, italiennes, pour une connaissance, peut-être même pour chez certains, une soif de connaissance des Orients ou de l'Orient dans son ensemble. Je disais, des héritages, bien évidemment, des missions jésuites. On a, bien évidemment, en mémoire les différentes missions qui duraient, en général, 20, 30 ou parfois plus de missions jésuites, bien évidemment avec une vocation d'évangélisation, mais aussi de connaissance de l'environnement local dans lequel le religieux évoluait. C'est notamment, bien évidemment, l'un des grands noms, Institut Ricci, Ricci qui va donner le nom à l'Institut et à des premiers travaux encyclopédiques sur l'Empire chinois, sur la langue, sur les mœurs, sur la culture, etc. Et c'est d'ailleurs un recueil qui est encore aujourd'hui une référence quand vous étudiez la Chine et quand vous étudiez le chinois. Mais ce ne sera pas le seul canal, si je puis dire, d'échange et de constitution des savoirs sur l'Orient, de la connaissance sur l'Orient. On va avoir des curiosités intellectuelles très variées, où on va avoir une montée en puissance de l'apprentissage des langues arabes et des différentes variantes régionales en fonction des contextes politiques et humains, du farsi. On va avoir des connaissances qui montent en puissance sur les langues turques ou les langues turciques. Et c'est un des exemples que je traiterai, c'est notamment Yves l'évoquait à propos de l'INALCO en France, Institut national des langues et civilisations orientales. Le premier sujet aujourd'hui, alors ça ferait bondir un certain nombre de personnes, c'est Colbert, qui à la demande en fait du roi, va constituer ce qu'il va appeler l'école des langues, qui sera basée à Paris, qui enverront un certain nombre de gens, à la fois dans des logiques de diplomatie, à la fois des logiques intellectuelles et académiques pures, c'est-à-dire de compréhension, de savoir et d'écriture, mais aussi, je disais diplomatique, mais aussi commerciale, et essayer de comprendre comment on pourrait monter en puissance un certain nombre de produits, de vente de produits, et trouver des marchés. Cette logique-là de constitution des savoirs et de réception va en fait entrer en concurrence en Europe même. On va avoir une école britannique, une école française, ce qui va devenir plus tard l'INALCO, l'école des langues, puis l'école des langues orientales, un équivalent dans le monde germanique, un équivalent dans le monde britannique, disais-je, et plus tard des équivalents dans les mondes méditerranéens d'Europe, plutôt côté Italie et espagnol. Et puis il y aura d'autres canaux qui vont se mélanger dans la réception de ces connaissances et de la réinterprétation de ces logiques de route de la soie dans la durée, eh bien l'émergence de grands penseurs, l'émergence de grandes figures à travers des grands récits qui vont être soit traduits dans différentes langues, passant du chinois à du latin, à du français, passant de différentes variantes de chinois à des langues européennes. Si je glisse de côté intellectuel et académique, vous avez bien évidemment une montée en puissance pour une partie des élites européennes, le goût des chinoiseries, le goût de produits ou d'objets qui viendraient de loin, cette altérité, l'attrait pour l'altérité, l'Occident prenant goût de plus en plus, bien évidemment une
une partie des élites occidentales, ou une partie de ce qui se constituerait au tournant du 19e de bourgeoisie et de grande bourgeoisie pour les arts d'Orient, aussi bien du monde arabo-musulman que jusqu'à cet extrême, jusqu'au Japon, en passant par la Corée ou l'Empire chinois. Et rapidement vont s'organiser, alors j'évoquais tout à l'heure l'expédition de Bonaparte en Égypte, il y a plus de 2 siècles maintenant, mais vont s'organiser progressivement à travers la montée en puissance des compagnies maritimes et de la montée en puissance des empires coloniaux, et bien des voyages, des premières expéditions, des premières, si vous voulez, implantations qui vont enrichir, si vous voulez, décennie après décennie, différents canaux de connexion et d'intérêt pour les Orients. Alors je vous ai mis ici quelques références. Rapidement, on peut les commenter. Bien évidemment, le sujet des chinoiseries et de cet intérêt intellectuel va avoir une répercussion sur l'architecture, sur du mobilier. Vous avez plusieurs idées en tête, bien évidemment, de certains mobiliers de salon jusqu'à des porcelaines et de différents produits. Et ça sera notamment l'un des grands produits qui fera le tour du monde dans ces connexions Asie-Europe, bien évidemment du thé notamment, et qui aura une histoire très asiatique des sous-continents indiens en passant par la Chine ou le Japon. Et puis il y a, bien évidemment, qu'on se situe en Europe, dans les grands débats intellectuels qui foisonnent, tournant 19e siècle, montée en puissance des empires coloniaux, progressivement montée en puissance avec les révolutions industrielles de l'idée d'expansion, avec montée en puissance des sciences et technologies, adossée pour certains régimes et certaines temporalités à une militarisation de ces industrialisations, l'idée de connaître, de savoir, de rationaliser la pensée. J'ai mis ici 2 références, Voltaire bien évidemment, alors qui précède la montée en puissance par les révolutions industrielles, Voltaire ou Montesquieu, qui vont eux-mêmes participer au débat dans la réflexion, l'appréhension de cet objet d'altérité que représenterait le... vous cassez pas le tronc, hein, les amis, comme on dit. Vous m'entendez bien, ça va? Oui. Je pense que j'ai l'habitude avec les... Non pas, je suis enregistré, faut pas que je dise de conneries. Avec les... Comment vous appelez ça? Avec les meetings chez Mélenchon, j'ai l'habitude. Ça, c'est pour voir si le public suit toujours. Je sais jamais. Donc, intérêt intellectuel de rationaliser et d'avoir une empreinte académique et intellectuelle sur l'appréhension de cette altérité. Et vous allez avoir, si on rentre un petit peu, si vous le permettez, on rentre un petit peu dans quelques anecdotes, mais quelque chose qui perdure aujourd'hui. Allez, une anecdote comme ça en passant, c'est toujours bien de se détacher un peu du PowerPoint que j'avais prévu. Quand on regarde la politique... Oui, c'est bon. Bon, c'est bon. Quand on regarde aujourd'hui la politique... allez, prenons la diplomatie française de l'Asie orientale, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui Asie orientale, vous voyez le glissement sémantique de l'Extrême-Orient à l'Asie de l'Est ou l'Asie orientale, où on dirait aujourd'hui... Indo-Pacifique, vous voyez, c'est le nouveau vocable Indo-Pacifique, donc on articule bassin indien et bassin pacifique. Appuyez sur off. La politique française et la diplomatie à l'égard du Japon, de la Corée, Taïwan, c'est un sujet dont on parlera en détail demain soir, de la Chine populaire, de l'Asie du Sud-Est, ne s'est pas complètement défaite de réflexes, et c'est normal d'ailleurs, quelque part c'est normal, de réflexes et d'une forme un peu romantique qui va se constituer tout au long de ce 19e siècle sur l'altérité, cette extrême. C'est-à-dire comment appréhender aujourd'hui la politique française vis-à-vis du Japon, vis-à-vis de la Chine populaire, vis-à-vis de Taïwan, etc. On retrouve des réflexes, on retrouve, si vous voulez, des éléments constitutifs qui sont apparus notamment au 19e, notamment pendant cette montée en puissance assez romantique d'appréhension de l'altérité. C'est-à-dire comment faire avec cet objet lointain, puisqu'ils ne sont pas tout à fait comme nous, et qu'il va falloir user de codes, etc., pour appréhender et défendre nos positions, défendre nos intérêts.
Ce que je veux dire par là, à travers cette petite anecdote, c'est que je crois fondamental ce qu'on appelle dans les écoles à Sciences Po et autres, pas trop à Sciences Po d'ailleurs, mais dans d'autres écoles beaucoup plus sérieuses, si vous le permettez, la géopolitique, en fait, du 19e siècle. Ou inversement, que le 19e siècle est le siècle de la géopolitique qui nous amène aujourd'hui à une confrontation permanente ou un retour de la confrontation des empires ou des néo-empires. Je m'explique brièvement. Je parlais tout à l'heure de la révolution industrielle, de l'expansion des empires coloniaux. Il y a d'un côté, dans ce mouvement très 19e, et vous aviez eu l'image tout à l'heure de Bonaparte, qui était probablement un sujet assez analogue dans l'extension des empires qu'on a pu rapidement aborder. Merci messieurs, c'est pas grave. Merci beaucoup. Pas de problème. Quelque chose qui était similaire à l'extension des empires qu'on a rapidement abordé hier soir au fil du temps. Quand on pense à Alexandre, grande conquête territoriale, millions de kilomètres carrés. Quand on pense à l'Empire couchant, on en a parlé hier sur ce mélange hellénico-bouddhique, quand on pense à plus tard aux invasions mongoles, etc., le goût de l'expansion, le goût de la découverte adossé à une politique qui, bien évidemment, est un petit peu mégalo, certes, mais adossé souvent dans des logiques de puissance, donc de confrontation assumée, adossé à une sorte d'élan et de volonté de connaître, de savoir, de rationaliser. Je continue de m'expliquer. Et ça, c'est très 19e siècle, ce retour à des phases d'histoire que peut-être avions-nous pu connaître 1000 ans avant ou 2000 ans avant. Il y a incontestablement une logique de concurrence au 19e, et c'est notamment la carte que vous avez sous les yeux, pour la conquête terrestre ou la conquête maritime, avec différentes approches privilégiées du moment qu'on se situe côté britannique, français ou prussien et germanique, avec différentes approches donc privilégiées. La question de la concurrence, puisque l'Europe finalement est un petit peu trop étroite pour cette expansion adossée à la révolution industrielle et à l'exportation d'un modèle politique, d'un modèle de gouvernance, d'un modèle qui serait le plus performant, le plus opérant. Eh bien, ce sujet-là du 19e siècle, pour ça que je disais, c'est cette géopolitique, la géopolitique existe avant, mais véritablement se concrétiser dans ce 19e siècle, est à la fois un sujet de conquête d'abord et de concurrence des empires occidentaux par voie de mer, mais aussi de retour de l'histoire par voie de terre dans des terrains connus par le passé, d'où Bonaparte que j'évoquais, et si on monte encore avant, Alexandre le Grand. Bref, une forme à la fois d'inspiration, de retour de l'histoire, continuons un mot sur cette cartographie si vous le voulez bien. L'Asie occidentale, on revient sur notre découpage Proche, Moyen-Orient, Extrême-Orient, l'Asie occidentale, autrement dit la partie centrale de l'Asie. L'Asie centrale est la partie qu'on pourrait dire aujourd'hui Moyen-Orient ou Grand Moyen-Orient, au tournant de la moitié du 19e siècle. Turquie d'un côté, Arabie, la Perse, l'Empire perse, Turkestan, Afghanistan et Beloutchistan. On a fondamentalement dans cet univers-là un monde musulman, arabo-musulman, en tout cas musulman, qui domine, mais qui n'a pas une empreinte territoriale et de gouvernance sur l'ensemble. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une atmosphère turque, de l'autre arabe, et puis des royaumes ou découpages politiques autres au cœur de cette immense région qui était, par le passé, le cœur battant des routes de la soie et de la circulation entre Orient et Occident. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que ce cœur-là battant va être l'objet de convoitises de ses propres empires occidentaux qui eux-mêmes cherchent à s'étendre, et de développement d'un grand sujet qu'on va appeler les sphères d'influence. Les sphères d'influence qui vont nous amener, et c'est le titre de la conférence de ce soir, à la logique du grand jeu, mythe et grand jeu. Et il y a dans la logique du grand jeu cette
Je vous renvoie au fameux roman qui est tiré de faits réels d'espionnage britannique, et on va en parler tout à l'heure dans la suite de la conférence, d'opposition entre Britanniques, influence perse déclinante et bien évidemment russe montant en puissance puis soviétique, pour le partage du monde dans le cœur battant d'hier des routes de la soie. Si on regarde justement l'Iran, vous l'avez sous les yeux, l'Iran sous la dynastie des Qadjars, on est sur un empire qui est en déclin, mais qui est à ses portes, tout autour, au nord, à l'est, à l'ouest, et puis par une influence navale et maritime par l'océan Indien ou mer d'Oman et golfe Persique, d'influence montante, notamment britannique, mais aussi par le nord, sur le flanc nord russe. Et on va avoir, si vous voulez, ce jeu au tournant du 19e et au tournant tout au long du deuxième moitié du 19e et du début du 20e siècle, cette convoitise et des empires déchirés qui vont être le terrain privilégié de l'extension des sphères d'influence des empires cherchant à s'étendre. Je reprends ces éléments. Si vous voulez, l'espace privilégié de convoitise et de déchirure finalement totale pour certains, par des empires environnants ou pas, avec une sphère d'influence montante. Britannique, je disais, russe puis soviétique, sur cet espace-là précisément. Si je regarde plus en détail, on va pouvoir continuer d'interroger notre logique de grand jeu et de retour de par les routes de la soie, de la montée en puissance des empires, qui d'ailleurs ne sont pas nécessairement que voisins ou régionaux. Rudyard Kipling, le grand jeu, lisons ensemble, terrain donc de rivalité pour le contrôle de l'Asie centrale, au sens très large du terme, des contreforts himalayens à l'est, frontières et espaces frontaliers avec l'Empire chinois, le sous-continent indien, qui est en voie de domination par les Britanniques, bien évidemment Pakistan dans la même sphère, et en remontant vers le nord, une partie de l'actuelle Asie centrale, le grand Turkménistan, aujourd'hui découpé entre Ouzbékistan, Kyrgyzstan, Tadjikistan et Kazakhstan. Et Turkménistan, si je ne l'ai pas évoqué. Et puis, à l'ouest, dans un domaine qui devient à majorité forte musulmane, turc au nord, arabe au sud, et au cœur de cela, perse, c'est-à-dire non turc et non arabe, avec bien évidemment, dans l'histoire longue, des diasporas juives dans l'ensemble géographique que j'ai rapidement décrit, c'est-à-dire jusqu'en Chine et aux portes méditerranéennes et au-delà. Ça aura son importance, notamment dans les mouvements de population et de diasporas qui seront en fait menacés et disparaîtront de certains espaces. Donc contrôle pour la rivalité de l'Asie centrale, d'un côté, je le disais, rappelons-le ici, entre les Britanniques et puis la Russie. Concrètement, le sujet aujourd'hui n'a pas changé. C'est-à-dire que d'un point de vue de la grande stratégie britannique, il y avait la volonté d'avoir une maîtrise des espaces géographiques par le flanc sud pour contenir la montée en puissance de la Russie tsariste, puis on glissera très rapidement sur l'Empire soviétique, ou en tout cas l'Union soviétique. Et là, on tombera dans des sujets, peut-être qu'on l'abordera à la toute fin de la conférence en conclusion, mais sinon demain, de guerre froide et de rivalité d'aujourd'hui, entre empires ou néo-empires. Si je reviens donc à la grande stratégie britannique, l'implantation aux Indes, l'implantation asiatique aux Indes, permettait d'avoir la maîtrise de ce flanc sud de cet empire tsariste russe en voie de dilatation, et notamment d'une maîtrise de l'espace marin et naval. Et j'insiste bien sur les deux, marin et naval. Pourquoi ? Parce que la révolution industrielle va donner et va nourrir cette grande stratégie, cette grande politique, par la construction d'une flotte qui permettra à la couronne britannique de dominer l'ensemble des mers jusqu'à ce que les Américains, au tournant de la Première Guerre mondiale et après, prendront la suite, ou en tout cas le dessus, sur les capacités navales et industrielles britanniques. Continuons.
je vous ai mis une image de ce contexte pour l'époque. Portrait donc satirique d'un émir afghan. Eh bien oui, parce qu'on est au cœur du grand jeu. Si l'empire Kadjar est en voie d'effritement et de délitement, vous avez des situations politiques et géographiques, notamment de l'Afghanistan, dominante musulmane, d'émirats, de formes politiques variées, mais dominées par des émirats afghans et qui dominaient sur une partie de l'Afghanistan actuel, qui se retrouvent à la jonction, au point de frottement précisément, de l'Empire russe, de l'Empire britannique. C'est ça, le cœur du grand jeu. On n'est pas encore sur la Chine impériale, donc, que je vais traiter par la suite. On est d'abord et avant tout sur un intérêt prioritaire de contenir, j'allais dire les soviétiques, lapsus, de contenir la Russie par le flanc sud, dans le cœur battant, dans le centre de gravité historique des fameuses routes de la soie et des grands axes des routes de la soie, là où sont passés précisément Alexandre le Grand, voire des missions et des expéditions romaines, mais aussi iraniennes ou perses plus tardives et chinoises, si on simplifie le sujet. Ce qui nous amène rapidement, cette petite cartographie en instantané, et ça va me permettre de continuer un glissement vers l'Orient et l'Extrême-Orient, eh bien, à ce découpage du monde au tournant du XXe siècle, de la montée en puissance des empires coloniaux occidentaux et le partage du monde, puisque j'évoquais la concurrence européenne dans le partage du monde, mais c'est également concurrence eurasiatique, avec ce que je viens d'évoquer rapidement, autour de la Perse et de l'Afghanistan, visant à contenir l'Empire russe puis soviétique. Ce qui nous amène, si vous le permettez, à ce glissement et à ce regard sur l'Asie, l'Asie du Sud-Est, l'Asie de l'Est. Regardons la situation. Eh bien, on est sur un monde qui est en partie colonisé, vous le savez, dominé par les Britanniques, qui viennent eux-mêmes en concurrence avec des velléités françaises où la France doit s'installer quelque part. Parce que les Britanniques sympathiques, mais c'est quand même des gens relativement peu fiables, c'est pour l'enregistrement, perfidie d'Albion. Donc nous aussi, Français, nous avons cette velléité de nous installer quelque part en Asie, et ce sera la grande expédition, la grande aventure de l'Indochine, qui d'ailleurs est un sujet plutôt dominé à l'initiative de la marine, en fait, marine française. Pourquoi ? Parce que si vous regardez donc perméabilité, porosité de l'Asie du Sud, vous l'avez ici en rouge, Indochine française, fin 19e, début 20e, on pourrait évoquer bien évidemment la partie insulinde et les Indes néerlandaises, une partie de la Malaisie, une large partie de l'Indonésie aujourd'hui. La partie philippine de l'autre côté, et là on devient de plus en plus à l'extrême orient, dominée par les Espagnols, mais rapidement, au tournant du 19e, 20e, battue et repoussée par la montée en puissance de l'Empire américain qui cherche à avoir une profondeur stratégique au sein du Pacifique. On est toujours dans ces débats-là aujourd'hui, quand on parle d'Indo-Pacifique et de politique Indo-Pacifique, on est toujours sur ces sujets-là, et on a un glissement à peu près net sur les partenariats et les coopérations bilatérales entre États-Unis et Philippines aujourd'hui, le renforcement des bases militaires, des exercices, etc. Sujet que je laisse, qu'on traitera demain plus en détail. Mais de regarder surtout la grande tache blanche sur la carte, vous voyez, l'Empire chinois. L'Empire chinois. À quoi correspond ce sujet-là, l'Empire chinois ? Je fais un saut, puis je reviendrai au Japon après, si vous le permettez. Faisons un bond comme ça, c'est pas mal. L'Empire chinois. On est sur la 19e et début 20e, sur la dernière dynastie chinoise, à savoir l'Empire Qing, Empire mandchou, qui au passage, vous aurez remarqué, mandchou n'étant pas chinois Han. Mais dans la continuité politique, culturelle, historique de l'Empire chinois, va prendre les préceptes de gouvernance,
poursuivre l'écriture en sinogramme, poursuivre la prégnance du confucianisme, poursuivre l'importance du bouddhisme, et puis très secondairement les questions taoïstes, pour la gouvernance et l'administration de l'Empire. Bien évidemment, il y aura une petite touche qui sera mandchoue, c'est les fameuses, notamment, marques de distinction entre les élites mandchoues, donc j'ai un petit stylo, donc la Mandchourie, dans cette partie-là de l'Empire chinois, donc en gros le nord-est de la Chine, qui déborde sur une partie de la Corée, qui déborde très largement sur une partie de la Sibérie orientale, et qui regarde la mer du Japon et le Japon. Cette Mandchourie-là va, au XVIIe siècle, déborder la dynastie Ming, la dernière dynastie chinoise Han, et installer son pouvoir à la place de la dynastie Ming à Pékin, et rayonner sur cet immense espace, vous voyez les frontières, hein, cet immense territoire, pendant à peu près 2 siècles et demi, 3 siècles. Vous avez fin 17e, 1644 très précisément, et disparition de l'Empire Qing au tout début du XXe siècle, plutôt 1910, 1911, 1912. Donc à peu près ça, 2 siècles et demi, oui, 3 siècles même. 3 siècles, 2 siècles et demi, à peu près, 250 ans. Cet immense empire mandchou reste peu perméable et peu poreux aux influences étrangères, sujet qu'on a abordé assez longuement hier soir. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande méfiance de l'influence étrangère, voisinage régional, qui est connu. Chine, Japon, Corée, cet univers-là emprunte un certain nombre de traits communs, mais à mesure qu'on se situe en direction de l'Inde, on connaît de moins en moins, on est séparé par les plus hautes terres du monde, l'Himalaya, et on maîtrise moins l'espace, on se méfie. En direction de l'Asie centrale, on organise un certain nombre de garnisons, de postes avancés militaires, pour avoir une représentation politique et administrative. C'est l'extension la plus occidentale en direction du grand jeu que j'évoquais tout à l'heure, de la montée en puissance de l'influence russe, qui regarde aussi vers le sud, mais vers l'est, et c'est notamment les expansions territoriales vers la Sibérie. Je vous renvoie à Der Zuzala, film remarquable qui résume toute cette épopée humaine et politique, et puis en direction du sud avec le grand jeu qu'on a évoqué ensemble tout à l'heure. Les Britanniques contenant l'Empire chinois par les Indes, par le sud, les contenant avec difficulté dans cette rivalité interposée avec les Russes en Asie centrale, cherchent à prendre pied en Chine continentale, dans la Chine impériale. Clairement, l'Empire va résister. L'Empire chinois refusera un certain nombre de demandes diplomatiques venant d'Europe et notamment des Britanniques, refusera des propositions d'ouverture commerciale et progressivement tout au long de ce 19e, alors qu'une large partie du monde est pratiquement globalement dominée par des empires britanniques, germaniques, français, espagnols, belges, etc., eh bien l'empire chinois se craquelle mais résiste et continue de rejeter la possibilité d'échanges d'abord commerciaux, notamment avec les Britanniques. Les Britanniques, tournant avant milieu du 19e siècle, 1842 précisément, même 1839, vont forcer la porte et vont organiser avec leur puissance navale de l'époque, 1839, positionner un certain nombre de moyens, de navires militaires britanniques devant ce qui est aujourd'hui Hong Kong, ou Shenzhen, ou Canton, qui est alors le grand port ouvert, avec des guillemets, l'ouverture est toute relative, au sud de l'Empire chinois. Vous remarquerez que les Chinois ont permis l'ouverture d'une cité portuaire très loin du pouvoir central. Canton, Pékin, en 1839, ça ne se fait pas en un seul coup, il faut prendre de l'élan, comme dirait l'autre. Et donc les Britanniques vont positionner en quelques semaines plusieurs navires affrétés, acheminés depuis les Indes, en direction de cette porte de l'Empire chinois, et vont essayer de forcer l'ouverture
d'un certain nombre de produits, dont l'opium, qui va être mal reçu par, bien évidemment, l'Empire chinois, qui va décider de totalement fermer le peu de porosité qui était alors autour de Canton et dans sa région. Ce qui va provoquer une montée en puissance des tensions, une ouverture du feu, non-réciprocité dans le commerce, et donc défaite de l'Empire chinois sur son propre territoire, première phase de guerre de l'opium, 1839-1842. On a plusieurs mois de bataille, et puis on aura le traité de Nankin 1842, où les Chinois vont infliger à l'Empire... les Britanniques, excusez-moi. Les Britanniques vont infliger à l'Empire chinois la demande de cession de territoire, ce qui sera appelé dans l'histoire plus tard de traités inégaux, considéré par l'Empire chinois comme des traités inégaux, cession de territoire, ouverture forcée de ports aux produits commerciaux anglais, et rapidement vont suivre d'autres produits et d'autres intérêts économiques, notamment européens, sur une partie du pourtour littoral qui est mal développé, peu urbanisé de l'Empire chinois. Et ce traité sera celui du traité de Nankin en 1842. La montée en puissance de l'Empire britannique ne se suffit pas et ne s'arrêtera pas à cet épisode de guerre au tournant du XIXe siècle. Et la géopolitique se poursuit. La géopolitique du XIXe se poursuit. Deuxième phase des guerres de l'opium, vous les avez au tableau, 1856-1860. Cette fois-ci, l'Empire britannique, qui a pris possession dans une partie du port de Canton, a eu un bout de territoire cédé qui correspond à Hong Kong en 1842, où il n'y avait rien à part quelques repères de pirates, du paludisme et un littoral relativement escarpé, commence à devenir une véritable métropole portuaire avec un réseau bancaire régional. C'est la fameuse montée en puissance de HSBC par les banquiers écossais Jardine et Matheson. Probablement que ça parlera à un certain nombre d'entre vous. Pas très propre, je m'explique. Pourquoi ? Parce que ouverture d'HSBC, qui aujourd'hui est dans une panade pas possible, on pourra en parler si vous voulez, Jardine et Matheson sur, on appellerait ça aujourd'hui, du blanchiment d'argent, de l'opium, qui est, à la suite du traité de Nankin, de ces traités inégaux, complètement déversé, parce que produite en partie dans les Indes britanniques, une partie de l'Asie du Sud-Est, entrant par ballot sur les navires commerciaux britanniques et autres européens, rentre sur le territoire de l'Empire chinois, et on a une montée en puissance d'une toxicomanie et d'une dépendance très très forte à ce produit-là au sein de la population chinoise. Et c'est la deuxième séquence, deuxième guerre de l'opium, avec un outil qui est en fait un levier très fort pour les Britanniques, dans lesquels vont suivre Français, mais d'autres Européens, puis rapidement une observation régionale par le Japon, je le traiterai après si vous le voulez bien, mais aussi la Russie. Les Américains observent et restent relativement à distance dans ce temps-là, mais cherchent à avoir une assise renforcée dans cette profondeur stratégique du Pacifique. Les Britanniques dominent alors. Deuxième phase, deuxième séquence des guerres de l'opium, avec la consolidation de l'ouverture de nouveaux ports, l'essor de Shanghai, l'essor de Qingdao, qui sera une possession, une colonisation jusqu'en 1914 allemande, l'ouverture du port de Pékin, c'est-à-dire la grande ville d'aujourd'hui, Tianjin, etc., jusque dans le nord, dans la pointe sud de la Mandchourie. L'Empire chinois se craquelle de l'intérieur et se craquelle de l'extérieur. Mouvement centrifuge, mouvement centripète. On va vers des mouvements de convulsion très très forts au sein de l'Empire chinois, qui a été défait par une puissance dite barbare, très lointaine, n'empruntant pas les codes chinois, a été humilié. Ce sont encore les termes qui perdurent aujourd'hui. J'ai mis ça à siècle des humiliations, on y reviendra tout à l'heure si vous le souhaitez. Bref, craquellement intérieur et pression extérieure particulièrement forte. On a un tas de convulsions internes à l'Empire chinois qui remettent en cause la légitimité Qing et Mandchou, puisqu'on a une opposition en fait interne très forte entre Chinois, Han et Mandchou, et qui cherchent à rétablir, et accrochez-vous, rétablir Chinois à travers différentes, je passe sur les détails, mais différentes organisations secrètes et la montée en puissance des triades qui donneront plus tard des groupes mafieux, le rétablissement de la dynastie Ming.
voyez, 3 siècles plus tôt, 2 siècles et demi plus tôt, contre cette dynastie qui n'est plus perçue comme étant légitime pour gouverner seule et correctement la Grande Chine, le temps long de l'Empire chinois. Échec des deux, échec des Mandchous Qing, échec des différentes factions internes et des différentes sociétés secrètes ou initiatives régionales chinoises, eh bien l'Empire se défait et va se tenter une reconstitution sur les cendres impériales en 1910, 11, 12, d'une expérience de gouvernance nouvelle, moderne pour la Chine, la République de Chine, à travers, et je ne développerai pas plus longuement, on passera au Japon après, à travers un personnage, Sun Yat-sen, qui est cantonné, médecin, intelligent, et qui a, je veux dire, quelqu'un de sophistiqué, qui a vécu et qui a fait des séjours longs à la fois au Japon et aux États-Unis, donc qui parle plusieurs langues, ce qui est rare pour cette époque-là en Chine, mais qui est aussi membre de triades et de sociétés secrètes, c'est toujours important à rappeler, va réfléchir à constitutionnaliser, à institutionnaliser un nouveau modèle de gouvernance qui est en partie inspiré des modernités occidentales et japonaises d'alors, début XXe siècle, République de Chine. Cette République de Chine est aujourd'hui à Taïwan. On y reviendra demain soir en détail. Donc, effondrement de l'Empire chinois, c'est une première dans l'histoire de l'Empire chinois. Dans ces proportions-là, dans cette dimension-là, c'est un véritable choc. Et quelques mots pour décrire ce choc et le pourquoi d'un tel choc. Je le disais, c'est parce que cet empire a été défait militairement par une puissance britannique qui était considérée jusqu'alors comme étant une puissance barbare, certes, parce qu'ils n'ont pas nos codes, ils sont très loin géographiquement, ils sont dans l'altérité comme nous sommes nous-mêmes dans l'altérité vis-à-vis réciproque, c'est l'altérité réciproque, mais ont une domination technique et une domination stratégique qui va être très difficile à métaboliser pour les élites chinoises. Et encore aujourd'hui. C'est-à-dire que comment nous, qui nous décrivions et percevions comme le régime le plus sophistiqué, le centre du monde, le plus abouti par rapport à une organisation régionale périphérique qu'on a vu hier soir, il y a la Chine, le reste qui a vocation à être sinisé, et au-delà de cela, des barbares avec qui on n'a pas forcément, si vous voulez, le choix d'entrer en contact et d'échanger. Donc nous serons refermés à ces influences-là. Eh bien, ces mêmes barbares nous ont complètement déstructurés dans notre modèle de gouvernance. Nous ont prouvé que la science, la technique, la supériorité stratégique et militaire pouvaient renverser, si je puis dire, les préceptes impériaux qui dominaient depuis à peu près 2000 ans. C'est donc un choc considérable pour la perception du pouvoir en Chine, la centralité du pouvoir en Chine, la fonction des élites, la fonction même de l'organisation, si vous voulez, des relations internationales, ou l'organisation en fait du monde. Donc cette période-là est un choc essentiel. C'est bien pour cela, et j'en terminerai par là, et on va glisser sur le Japon, que au moment de la prise du pouvoir par les communistes, une prise de pouvoir finale, ou en tout cas qui va asseoir et institutionnaliser la République populaire de Chine en octobre 1949, rapidement, Mao va chercher, il le faisait déjà un peu avant dans ses différentes pérégrinations et guerres civiles, à toiletter l'histoire et à donner une histoire officielle de ce que les Chinois d'aujourd'hui, de Pékin, appellent la Chine nouvelle. Et donc de qualifier et de justifier l'effondrement de l'Empire chinois par ce que j'appelle l'hypermnésie, ce qu'ils appellent le siècle des humiliations. On va avoir une amnésie sur les errances et les erreurs politiques, Grand Bond en avant, révolution culturelle, Tiananmen qu'on fêtait, commémoration de Tiananmen, 3-4 juin 89, hier et avant-hier. On va avoir une contraction, une amnésie sur ces sujets-là. En revanche, sur le siècle d'humiliation, les traités inégaux, traités de Nankin, les cessations de territoire, etc., on va avoir une hypermnésie. C'est bien de la faute des diables d'étrangers au long nez, pour reprendre la traduction complète de barbares, d'européens, d'occidentaux, de britanniques, de ce que vous voulez, que l'empire, que la Chine a été défaite, que la Chine a craquelé. Ce siècle des humiliations est aujourd'hui présent, bien évidemment, dans les livres scolaires, présent dans la quasi-totalité des discours de politique intérieure du parti, mais aussi de diplomatie,
pour légitimer une posture chinoise auprès des mondes non occidentaux. C'était notamment l'un des articles que Yves a gentiment rappelé, qu'on écrivait il y a quelques temps. Bref, l'hypermnésie du siècle des humiliations pour légitimer le pouvoir en place, à savoir Parti communiste chinois et l'instauration de la République populaire de Chine. Vous verrez que ces sujets-là seront continuellement débattus demain soir. Si je glisse et que je regarde côté japonais, voilà, vous avez la carte, eh bien vous avez une logique de choc et de grande mutation qui va être assez contemporaine de la séquence qu'on vient de décrire concernant la fin de l'Empire chinois et l'émergence de la République de Chine, puis de la Chine populaire. Et c'est notamment le choix par les élites japonaises de rompre avec un système féodal du passé, qui avait jusqu'alors prévalu, qui avait dominé jusqu'à cette deuxième moitié du XIXe siècle. Et c'est d'installer, en s'inspirant de ce qui se passe chez les Britanniques, de ce qui se passe en France, de ce qui se passe dans la partie allemande, mais aussi américaine, de l'ère Meiji, qu'on appelle ère Meiji, c'est-à-dire d'adosser une révolution industrielle, la modernité, la montée en puissance des sciences et techniques, à une transformation de la politique, si vous voulez, une transformation de la société. Quelques anecdotes. La marine japonaise monte en puissance alors, avec d'un côté industrialisation, chantier naval, conception, ingénierie, dont une partie seront des ingénieurs navals et de construction ingénierie militaire français, qui vont aller au Japon pour participer à la conception de la flotte militaire japonaise. Industrialisation, militarisation. Industrialisation, militarisation. Marcher sur ces deux nouvelles jambes de la modernité. Ce qui va se traduire très rapidement par cet empire japonais se sent à l'étroit, bien évidemment. Fin 19e, début 20e. Pourquoi ? Parce que cette modernisation du territoire japonais, urbanisation croissante, électrification, ce qui d'ailleurs était le cas dans les enclaves dominées par l'Occident en Chine de l'autre côté de la mer. Shanghai, le premier ascenseur est à Shanghai fin du 19e siècle, les voies ferrées, grands hôtels, je parlais du réseau bancaire HSBC, etc. Bref, la constitution de grandes métropoles modernes qui font qu'on a une armature urbaine modernisée en Asie. Eh bien, le Japon va suivre cette logique de modernité, de modernisation, d'industrialisation, mais va se sentir à l'étroit et va être là aussi, comme la vocation des empires, c'est-à-dire à croître dans le temps et dans l'espace, eh bien, à sortir de son propre environnement régional, à sortir de ses propres frontières, et dans une logique de conquête, militarisation, industrialisation, d'abord régionale, et d'avoir un grand dessein stratégique, plutôt Asie-Pacifique, que le Japon appellera dès la fin de l'ère Meiji, dès la fin 19e, début 20e, l'ère de coprospérité. Pourquoi ? Parce que le Japon se définit comme étant le modèle de l'Asie, et c'est sur l'Asie que le Japon doit rayonner pour asseoir sa puissance et la légitimité de ce nouveau modèle industriel et militaire. Ça nous conduira, bien évidemment, à l'invasion de la péninsule coréenne, l'invasion de la Chine par la Mandchourie et puis par l'ensemble de la Chine littorale, jusqu'à 1945, et on en parlera peut-être demain soir pour la suite. Une image de ce Japon modernisé, vous avez cette estampe où vous voyez bien qu'on a une inspiration occidentale, pour revenir sur le dialogue qu'on évoquait hier et au début de la conférence. Vous voyez la représentation de la modernité de l'Occident plaquée sur une réalité qui est japonaise. Là, on est au tournant 19e, 20e. Vous voyez les navires à vapeur, steamship, etc., l'électrification dans l'espace public, les tenues, etc., etc. Bref, si vous voulez, convulsion industrielle et modernité. Alors, je vous ai mis ici un coup sur, excusez-moi, une image de, si je reviens à la Chine, de Shanghai. Ça doit être Shanghai le Bund, pour celles et ceux qui connaissent par cœur Shanghai, quand c'était possible d'y aller, qui est la rive. Cette photo doit être prise en 1930 ou 1934. Vous avez, bien évidemment, quai de débarquement, une voirie goudronnée, électrification, mais aussi des grands bâtiments qui correspondent à des grands hôtels, sièges bancaires et sièges de douane. Bref,
une métropole chinoise qui monte en puissance, qui est en décalage total, 1930, avec le reste du pays, qui est en partie à la fois dans la famine, les problématiques de développement et autres, comme on verra après, alors que couvre dans cette même période la guerre civile en Chine entre nationalistes, invasion japonaise et rivalité avec les troupes communistes retirées au cœur de la Chine continentale. Alors, excusez-moi, encore une petite diapo avant de conclure et de passer aux questions. Alors, je vous avais mis une photo, ouais. Alors, vous le voyez ou pas? C'est bon? L'ère de coprospérité du Japon. Donc, le schéma absolu, si vous voulez, qui nous conduit donc aux affrontements de la Seconde Guerre mondiale, un affrontement très pacifique d'ailleurs, vous avez remarqué, très Asie-Pacifique, de l'Asie de l'Est, Chine, Japon, Corée, jusqu'à l'Asie du Sud-Est et une partie du nord de l'Océanie et la partie la plus, j'allais dire, occidentale ou comme vous voulez, asiatique plutôt, du Pacifique. Ère de coprospérité. Ces éléments, pour vous donner l'idée, je vais en terminer par là, qu'on puisse passer aux questions tranquillement, sur la question des fameuses routes de la soie, qu'on pourrait d'ailleurs mettre entre guillemets, et de ce fameux grand jeu. Probablement que le 19e, comme la première moitié du 20e, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale et la plongée dans la guerre froide, ont façonné l'ensemble, je dis bien l'ensemble, des réflexes d'agression, des réflexes de convoitise et de friction que l'on observe aujourd'hui. Faisons un tour d'horizon géographique, si vous voulez. Regardons la périphérie russe, Fédération de Russie, 17 millions de kilomètres carrés, le plus grand État au monde, le plus étendu, qui est aujourd'hui, en ce début du 21e, indéniablement dans une logique de réinterprétation d'un modèle. Et c'est en cela que le sujet est structurant, non pas d'État-nation moderne, avec reconnaissance d'une frontière délimitée, reconnue internationalement, suivant des résolutions internationales, ou en tout cas du droit international, un sentiment d'appartenance, une modalité de gouvernance qui est légitime, etc., mais plutôt sur des réflexes néo-impériaux, ou en tout cas des réflexes post-empire, c'est-à-dire de remise en question permanente de la frontière et de la limite même de l'empreinte géographique de cet empire. Regardons la situation ukrainienne, regardons la situation des pays baltiques, regardons la situation au sud de ces trois pays, avec la Pologne, jusqu'en Moldavie, Roumanie, etc., etc. Regardons la situation en Méditerranée, je parle toujours de la Russie, du Caucase et de la loi qui va passer, c'est une évidence là, c'est une certitude, en Géorgie d'ici quelques semaines, ce qui va donner, je profite, prenons date, on doit être le 5 juin, ou je sais pas quoi, ou 6 juin, enfin non, c'est demain le 6, de ce qui est en train de se passer en Géorgie, où la Géorgie, qui est actuellement depuis 2008 occupée à peu près à 20% par des troupes russes et le FSB, etc., en Ossétie, en Abkhazie, c'est à peu près 20% du pays, hein, ce qui est quand même pas rien, est en train de basculer complètement dans l'orbite du Kremlin, avec une opposition de l'opinion très forte, puisque les Géorgiens descendent dans la rue tous les jours pour contester cela, et ce qui semble, je dis bien à l'heure actuelle, irrémédiable, une certitude. Ce que veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'on a bien, si vous voulez, ce réflexe post-impérial de remise en question de la limite, de remise en question de la frontière internationalement reconnue, et donc de l'existence même d'États, de légitimité politique. Mais si on continue le tour d'horizon géographique pour la Russie, puis après on basculera sur un autre néo-empire, ou un autre empire. L'Asie centrale, rappelons-nous, avant l'invasion ukrainienne
des manœuvres militaires russes au Kazakhstan en janvier 2022, si ça vous parle. Regardons les velléités qu'il y a en direction de la Chine, etc. Et justement, si on regarde la Chine, par rapport à ces réflexes d'empire et de remise en question des frontières, de remise en question de pays voisins, bien évidemment, c'est Taïwan, on traitera ça en détail demain soir. La mer de Chine, dans sa globalité, que ce soit la partie est ou la partie sud. Rivalité et friction avec l'Inde sur le plateau tibétain et dans les régions frontalières avec le Népal, le Bhoutan et une partie du Pakistan au Cachemire. Bref, dans la quasi-totalité du pourtour géographique de l'actuelle République populaire de Chine, ce qui occasionne et ce qui entraîne beaucoup d'États et beaucoup de contextes internationaux. Le contexte du Cachemire n'est pas tout à fait celui de la mer de Chine. Oui. Si je regarde l'Iran, eh bien on est dans cette logique, par proxy on dit, de proche Moyen-Orient, bien évidemment massacre du 7 octobre et la guerre à Gaza depuis, d'activation réelle, politique et géopolitique, de morceaux d'Iran, ou en tout cas d'acteurs militaro-politiques, en dehors du territoire iranien, agissant pour le compte et les intérêts iraniens, vous voyez, en dehors de son territoire. Si je regarde les velléités d'un autre empire, si je ne quitte pas le Moyen-Orient, turc, en direction des espaces minoritaires tout dans son pourtour, de la partie grecque méditerranéenne jusqu'à Chypre, évidemment Chypre dont on ne parle pratiquement jamais, Chypre coupée en deux depuis 40 ans, et vers l'est avec différentes minorités, regardant sur le Caucase, on parlait tout à l'heure de la Géorgie, regardons et évoquons l'Azerbaïdjan, ou les parties kurdes sur la frontière soit syrienne ou irakienne. Bref, on a sur l'ensemble géographique que je viens de rapidement brosser, Russie, Chine, Iran, Turquie, etc. On pourrait parler de monarchie du Golfe, là pour le coup très arabe, sunnite. Eh bien, une répétition de l'histoire, une sorte de bégaiement de l'histoire, que l'on a, si vous voulez, la confluence des sphères d'expansion des empires, qui est aussi ancienne que les empires eux-mêmes, et qui va en fait, et ce qui anime notre monde, et je terminerai là-dessus, est le sujet des routes de la soie, ou en tout cas de prendre la séquence géographique et historique des routes de la soie, que l'on soit en Chine, Japon, Vietnam, ou une partie de l'océan Indien, ou au nord de l'Afrique, ou quelque part en Europe, en fait, correspond, et c'est probablement l'un des sujets de friction les plus forts d'aujourd'hui, à l'interprétation même de la nature des États. Sont-ils sur une définition impériale, néo-impériale, ou sont-ils sur des logiques d'État-nation, type Europe? Et ce sujet-là, en fait, est un sujet pour nous, pour le siècle, et qui est, je répète bien, une sorte de bégaiement et de répétition de l'histoire longue. Alors que les États-nations sont nés, après la guerre de 30 ans, donc il y a 3 siècles et demi, 4 siècles en Europe, pour essayer de fixer les frontières et de limiter le champ de la guerre et de la conquête territoriale en Europe, et que cette notion même d'État-nation a mis plusieurs siècles à se consolider, à se construire en Europe. On a notamment eu, entre-temps, épisode napoléonien, géopolitique du 19e avec conflits et rivalités de puissance en dehors du spectre européen, et 2 conflits mondiaux, d'abord et avant tout, sur le territoire européen, pour arriver à une définition qui est aujourd'hui très remise en cause de l'État-nation. Frontières respectées dans un voisinage, sentiment d'appartenance, etc., etc. Face à une définition peut-être beaucoup plus brutale et dans un rapport de force assumé, c'est bien pour ça que j'évoquais l'idée de rapport de force assumé, de friction, correspondant à une temporalité plus longue dans l'histoire de la gouvernance humaine des empires. Et c'est fondamentalement là, je crois, le réveil, ou en tout cas le retour de la géopolitique, comme on dit aujourd'hui, la fin de la guerre froide, et véritablement cette fin de la guerre froide, le monde qui est le nôtre aujourd'hui, de cet affrontement entre velléité, réflexe impérial, et la définition par le droit des États-nations qui ont, allez disons-le, du mal à être, et qui feront les frictions et les rivalités de demain, dont les routes de la soie sont les témoins privilégiés. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour les échanges
et les questions. Merci beaucoup. Voilà des propos qui ne sont pas forcément rassurants, n'est-ce pas? Mais non, Alors, voilà, le champ est ouvert maintenant pour les questions, pour creuser tel ou tel point. Qui veut poser une question? Toujours la première est difficile. Oui, allez-y. J'ai une question. Hier, vous avez bien expliqué qu'il y a un basculement entre la route terrestre et la route maritime. On voit les puissances occidentales, au cours de la période que vous venez d'évoquer, avancer, gagner des comptoirs, mettre en péril la Chine, alors qu'elle se livre à une lutte dans le grand jeu. C'est un peu de l'hubris colonial, c'est contrôlé, c'est l'Empire britannique qui a peur de la Russie pour l'Inde, dans une logique d'empire, et les Britanniques essayent de pousser vers la Russie pour contenir ces Émirats. Mais ce sont des hubs vides, ce sont des cités commerciales caravanières abandonnées, pratiquement. abandonné. Ça, c'est le produit de l'histoire. C'est bien pour ça qu'il y a, en fait, si vous voulez, à partir du 15e, ouais, le vrai tournant, c'est 15e siècle. Et la montée en puissance si vous voulez, de l'Europe occidentale, adossée à l'Église et par la navigation, et donc la nouvelle géographie mondiale, en fait, c'est cette phase de mondialisation. Hein, après 1492, en fait, pour prendre une date un peu symbole, un peu qui résumerait la situation ou le processus, eh bien l'ensemble fait que ce qui était l'histoire des 2000 ans qui précèdent, de l'importance de cette Asie centrale, de ce qui n'a pas toujours été un émirat en Afghanistan, de la Perse, etc., eh bien, tombe dans une certaine mesure en désuétude, devient une sorte de périphérie du monde, et non plus un cœur du monde, voyez, un espace avec une importance commerciale moindre. Ce qui ne veut pas dire que les cités vont complètement disparaître, puisqu'elles vont être soit ressuscitées, soit reconsolidées. Bagdad, prenons Persépolis, et puis Téhéran, alors quoi que Persépolis peut disparaître. Oui, voilà, merci, voilà, très bien, en Ouzbékistan. Mais exactement, on a un temps de tomber en désuétude, ce qui fait que comment dirais-je, la montée en puissance, l'essor de ces capitales, de ces points de passage obligés, qui sont des grandes cités florissantes, eh bien, va s'arrêter dans le temps, va être figé par précisément cette montée en puissance d'autres géographies, et notamment par la mer, enfin surtout par la mer et d'autres géographies plutôt littorales, plutôt portuaires du coup, pour avoir ce point d'ancrage par la mer, et cette approche par la mer, et non plus de cette continuité territoriale et continentale. Ce qui est intéressant de voir dans cette rivalité britannico-russe qu'on a évoquée ce soir, c'est qu'il va y avoir quelque part ce mélange romantique de retour à une histoire qui aurait été majeure pendant Alexandre, nous prenons d'autres exemples, mais qui finalement n'aboutira en quelques années ou quelques décennies sur pas grand-chose. Ce qui changera un peu la donne, notamment pour la partie iranienne, ce sera avec les Britanniques, jusqu'avant la Deuxième Guerre mondiale, pendant et après, la découverte d'hydrocarbures qui vont là changer le monde. Au sens où les hydrocarbures ne font pas toute la géopolitique, mais enfin contribuent considérablement à des grands équilibres, de nouveaux grands équilibres, c'est-à-dire des économies planétaires florissantes basées sur l'extraction et la consommation de produits pétroliers. Et comme l'Iran est, notamment avec des ingénieurs occidentaux, beaucoup britanniques puis américains, va être perçu comme étant le grand foyer d'exploitation, années 20, années 30, etc., de situation au Moyen-Orient, ça va donner une autre teneur. Mais des zones un peu périphériques d'antan, type Afghanistan, qui entre-temps est devenu un émirat en partie, puis il y a des royaumes temporaires, vous avez des formes de gouvernance un peu tribale dans certains fonds de vallée, enfin, vous connaissez cet enchevêtrement, eh bien demeure aujourd'hui. On n'a pas un retour une forme de syncrétisme intellectuelo-religieux avec Bamiyan, vous voyez, le symbole de Bamiyan, d'ailleurs, a été dynamité en 2001. Et si on prend la dimension métaphorique, vous voyez, le symbole de Bamiyan a été dynamité en 2001, et l'UNESCO, un clin d'œil à Audrey Azoulay, et avant elle, avait essayé de réfléchir à une reconstitution des deux Bouddhas à Bamiyan. Bon, compliqué quand même l'affaire, mais voilà. Hein.
Allez-y, madame. Est-ce que cette notion d'État-nation que l'on veut absolument protéger, est-ce que ça ne correspond pas aussi bien à l'histoire qu'à ce qui se passe en Occident et aux mentalités occidentales? Parce que si on regarde dans l'histoire, en fait, toutes ces régions-là n'ont été dominées que par des empires, donc ils reviennent à ce qu'ils ont toujours connu et ce qui correspond à leur mentalité propre. C'est une grande question. C'est pour ça que je voulais conclure là-dessus, et sur cette géopolitique du 19e qui déborde encore aujourd'hui, vous voyez, ce choc des empires, c'est le titre de la conférence. On n'est pas complètement sorti dans la montée en puissance et pour le partage du monde, en ce début de 21e, de la réalité géopolitique du 19e. Comprenez le glissement qu'il y a, et les quelques illustrations que je vous ai proposées ce soir. Si je reviens sur le sujet des États-nations, c'est pour ça que je parlais 1648, la montée en puissance de l'idée d'État-nation en Europe, ce n'est pas par hasard. Cette idée-là, adossée politique et à l'intellectuel, pour réfléchir aux formes d'organisation politique d'une société. Donc, où et comment ce modèle, dans le temps, dans l'espace, dans la société, comment on va créer de la culture, comment on va créer plus tard de la citoyenneté, du sentiment d'appartenance, qui viennent, tous ces éléments-là, définir l'État-nation. Sentiment d'appartenance, puisque l'État-nation, c'est des frontières nettes, reconnues, légitimes, enfin, au regard du droit, donc clairement définies, sentiment d'appartenance d'une population, et une modalité politique qui fait sens et qui organise l'ensemble, si vous voyez ce que je veux dire. Peu importe si on est sur une logique fédérale ou très centrale, centralisatrice, mais qui est une forme d'unité politique qui administre et gouverne l'ensemble. C'est un peu ces trois éléments, l'État-nation. C'est une idée, je disais, européenne. C'est pas une idée qui est apparue au cœur de l'Empire chinois, puisque eux, ils ont une autre organisation avec d'autres ferments et piliers pour légitimer une logique impériale propre au système chinois d'ailleurs, qui n'est pas tout à fait celui qu'on va retrouver en Inde, qui n'est pas tout à fait le système impérial qu'on a pu connaître en Iran à travers les différentes phases de l'histoire perse et iranienne, etc., etc., etc. Mais il y a quand même, côté empire, et je fais, comme j'ai donné une définition d'État-nation, donné quelques éléments de définition de l'empire, quelques éléments communs, même si l'empire chinois, c'est pas l'empire russe, il y a logique d'expansion, et donc empreinte territoriale, plutôt continentale d'ailleurs, dans l'histoire longue, d'où les routes de la soie, grande, importante, et qui a d'ailleurs vocation à s'étendre, à s'épanouir. Extension de l'empire russe, puis soviétique, extension de l'empire chinois, extension de l'empire japonais, qui est un truc particulier parce que c'est très insulaire, c'est complètement insulaire. Donc l'idée de l'empreinte territoriale importante, qui va donc définir les limites de son modèle d'organisation et de son, comment dirais-je, de son contexte géographique, de son pays, de manière fluctuante, évolutive, non définitive. Pour dire autrement, où se situent les limites, les frontières de la Chine? Eh bien, elles se situent, c'est ce qu'on a évoqué rapidement hier soir, quelque part sur la partie maritime quand vous allez à l'est, et je n'aurai pas une vocation à m'étendre sur les mers, donc la limite sera là, ce sera une limite naturelle. Quelque part à l'ouest, si je laisse la mer à l'est, je regarde à l'ouest, chez les Ouïghours, les Tibétains, dans des régions un peu arides, peu peuplées, assez vides, et de montagne, région tibétaine. Au sud, région de montagne, et des grands espaces forestiers de montagne, moyenne montagne, et puis des montagnes plus ou moins hautes, sous les pentes. Dans le nord, l'espace est ouvert, mais soumis à une influence impériale autre, qui est sur un autre registre que nous, Chinois, qui sommes des populations supérieures, sédentaires, cultivateurs, très centralisés, dans un lieu politique particulier, Pékin depuis presque 1000 ans, hier Xi'an, et puis d'autres capitales, face à cet envahisseur mongol. Et donc pour limiter ces deux univers, ces deux empires, eh bien je vais me protéger en construisant un mur. Ça vous parlera, on en parle beaucoup aujourd'hui sur la construction d'un mur, pour délimiter physiquement, politiquement, la limite entre ce qu'il y a au sud du mur, nous, la civilisation chinoise, le monde réel civilisé et au-dessus, et de l'autre côté du mur,
les affreux, barbares, envahisseurs mongols. Sauf que, bien évidemment, un mur, ça se franchit, ça se détruit, ça s'assiège, etc., etc. Ce qui fait que la géohistoire de la Grande Muraille, suivez mon regard, vous comprenez, en Chine, est très constitutive de l'identité même chinoise. C'est pour ça que quand vous avez un visa chinois, République populaire de Chine, vous avez le visa, et en fond, en filigrane, c'est la muraille. Hein. Donc vous comprenez où vous arrivez. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous passez la muraille. Vous arrivez dans l'empire chinois. Aujourd'hui, 2024, encore, c'est comme ça depuis 49 ans. Et pour me distinguer physiquement, politiquement de l'envahisseur du Nord, plutôt nomade d'ailleurs, d'où le barbarisme, parce qu'ils se déplacent à cheval et ils sont des nomades et nous sommes des gens civilisés et sédentaires, eh bien je vais construire une succession de murs, une succession de murailles, différentes tailles, différentes hauteurs, différentes architectures murales, etc. etc. Parce qu'il n'y a pas fondamentalement de bras de mer qui nous permet de créer une frontière naturelle ou une montagne suffisamment haute pour créer une limite naturelle. Ce qui veut donc dire que, si je reprends l'exemple de l'Empire chinois, les limites de cet empire-là sont fluctuantes, évolutives et très largement définies de manière distendue en fonction du degré de signité dans le temps et dans l'espace. C'est un peu savant ce que je viens de dire, mais autrement dit, plus je m'éloigne de la capitale, moi j'ai une population chinoise, Han, parlant chinois, cultivant du riz, du sorgho, du blé, etc., plus je vais être dans des univers, des environnements où dominent des populations ouïghours, des populations kazakhs, des populations tadjiks, des populations mongoles, etc. Tout ça se mélange plus ou moins, mais je vais être dans un univers qui est de moins en moins chinois. De moins en moins chinois. Et la frontière chinoise, impériale, historique, va se définir dans ce contexte-là, avec le temps. S'il n'y a pas de limite de discontinuité géographique naturelle. Un immense fleuve qu'il n'y a pas, ou la mer qu'il y a à l'est, ou des très hautes montagnes comme il y a au sud-ouest, ou à l'ouest, si vous voulez, avec le Tibet. Arrive Mao, je continue dans ma petite histoire. En 1949, et instauration de la République populaire de Chine. Il a bien fallu qu'il y ait un moment, au regard des traités internationaux et d'une légitimité politique pour le Parti communiste chinois qui vient de proclamer la République populaire de Chine à Pékin, eh bien, un commencement et une fin de cette République populaire de Chine. C'est-à-dire, si on est côté soviétique, vous êtes où là, Mao ? Vous êtes là, c'est soviétique russe, ou là, c'est chinois, région sibérienne qu'on évoquait tout à l'heure avec la Mandchourie, etc. Donc il va y avoir un mélange où les communistes vont ressortir des cartes que les nationalistes avaient constituées quelques années, décennies auparavant, où il y aura un flou sur un certain nombre de bouts de territoire, et puis aussi des velléités stratégiques de Mao de pousser le plus loin possible, là où il le peut et quand il pourra, les limites de frontières de ce qui est l'actuelle République populaire de Chine. Bref, tout ça pour dire que dans l'ensemble de la définition, on est sur un caractère évolutif, encore aujourd'hui, c'est-à-dire, pour parler clair et autrement, les frontières et les limites politiques de la République populaire de Chine aujourd'hui ne seront pas celles de 2040, comme elles ne sont pas celles de 1949. D'où Taïwan, d'où la mer de Chine, plutôt méridionale, mais aussi des morceaux problématiques et litigieux, frictionnels à l'est, d'où l'Inde et l'invasion du Tibet pour rentrer en confrontation et pousser la partie indienne fraîchement décolonisée 47, la Chine proclame la République populaire en 49, pour augmenter sa sphère d'influence et asseoir la légitimité du nouveau parti ou de la nouvelle dynastie au pouvoir à Pékin, à savoir les communistes. Je reviens à mon histoire d'État-nation et frontières. C'est la grande différence. C'est l'empire va se définir par la croissance territoriale en permanence, donc logique de conquête et d'expansion, en s'appuyant, et c'est un trait commun à l'ensemble des empires, sur une majorité organisant les minorités. D'où mon exemple sur la Turquie, avec le pourtour géographique turc des minorités, Kurdes, on pourrait parler des Alevis, puisqu'il y en avait un candidat Alevi aux dernières élections turques il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, 1 an, je ne me souviens plus, 1 an je pense, Alevis qui sont des minorités dans l'environnement turcique, à la frontière sud Turquie et Syrie. Par exemple, les Kurdes qui sont davantage documentés et connus dans la partie la plus à l'est, notamment de la Turquie. Donc une majorité
par l'emprunt et le partage d'une même langue, de même code culturel et mœurs, une volumétrie souvent plus importante, ou en tout cas qui cherchera à être plus importante, que les minorités qui, elles, seront repoussées, chassées, souvent aux périphéries de ces empires-là. C'est le cas pour la Chine, on a longuement parlé des Ouïghours, là, on a évoqué à plusieurs reprises, Ouïghours, Tibétains, on pourrait parler d'autres minorités. C'est le cas de l'Empire russe, et des grandes problématiques de population et de démographie au cœur de l'Empire russe, qui lui-même a grignoté beaucoup de territoires jusqu'à l'Union soviétique, et qui a intégré dans sa matrice géographique impériale, encore aujourd'hui, eh bien, des populations, beaucoup d'ailleurs musulmanes, qui sont non russes, non blanches, non russes blanches, pas russes blanches de 17, mais russes blancs, le russe slave, qui se dit être supérieur au reste, etc., quand on lit les textes en russe, qui aujourd'hui est en voie, non pas d'extinction, mais qui est en voie de contraction démographique très très fortement, alors qu'on a une poussée démographique forte au sein de la Russie, je dis bien au sein de la Russie, de populations musulmanes, issues d'Asie centrale, Turkménistan, Kazakhstan, Ouzbékistan, etc., etc., ou des populations azéries, des populations ossètes, des populations caucasiennes, etc. Donc l'idée d'une majorité de populations entretenant les mêmes codes culturels et linguistiques, dominant une pluralité de minorités, et donc qui exercera une pression considérable sur ces groupes humains-là, ethniques, on les appelle comme on veut. Et là, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la définition de mon empire. Donc, extension territoriale, politique majoritaire versus minoritaire. Ici, on peut donner un dernier sujet, c'est que souvent, c'est une filiation politique qui est clanique ou familiale au sein d'un empire. C'est-à-dire qu'on va se refiler le bébé d'une dynastie à l'autre, pour faire simple, du pouvoir. Et, pour revenir à votre question sur l'ensemble frictionnel, c'est bien le modèle d'État-nation qui est né dans un contexte européen intellectuel, politique européen, et non pas en Chine, non pas en Russie, non pas en Afrique, non pas au cœur des mondes arabo-musulmans, et j'insiste bien, des mondes arabo-musulmans. Mais parce qu'il y a eu une observation intellectuelle et politique d'une influence européenne déjà au XVIIe siècle, puis XVIIIe, qui était déjà très curieuse du monde, et qui va chercher à construire un nouveau modèle politique à travers cet État-nation, mais qui lui-même, ça c'est très très important, enfin, j'insiste beaucoup là-dessus, je le fais souvent en cours, qui lui-même va mettre beaucoup de temps à s'installer et à s'imposer, le modèle des États-nations, tout au long du XIXe siècle. C'est pas évident, puisqu'on est dans des logiques, en fait, impériales à l'extérieur de l'Europe, au cœur même de l'Europe, mais surtout à l'extérieur de l'Europe. Épisode colonial, expansion des empires en dehors de l'Europe. Et surtout les deux guerres mondiales qui vont, d'un côté, asseoir la vocation des États-nations, le résultat des deux guerres mondiales, et asseoir la fin des empires coloniaux, vous voyez le parallélisme, occidentaux. Et clairement, j'en terminerai vraiment par là, je suis extrêmement bavard, j'espère ne pas vous avoir noyé. Le sujet frictionnel privilégié aujourd'hui est cela, une remise en question des ferments de l'État-nation au cœur des États-nations eux-mêmes, par des mouvements de convulsion qui sont plus ou moins pilotés, organisés depuis l'extérieur, et puis des velléités impériales qui débordent et qui viennent en confrontation systématique entre empires eux-mêmes, souvent, mais d'empires qui se coordonnent pour taper, si vous voulez, les logiques d'État-nation. Voilà. Mais est-ce que, juste une question, est-ce que le fait que les États-nations soient souvent dans des modèles démocratiques, avec des élections, des mandats qui sont courts, souvent avec pas plus de 2 mandats, font que finalement, en Europe et en Occident, on a une vision assez court-termiste de la gestion du pays, alors que dans ces autres empires, ce sont des personnes qui sont là pour une longue période, une fois qu'ils s'installent, ils restent longtemps, et donc ils peuvent se permettre d'avoir une vision beaucoup plus longue. C'est en fait, ce sont parmi les caractéristiques, distinction État-nation, empire, effectivement, c'est la nature des régimes politiques. C'est la nature des régimes politiques. La démocratie est née, a priori, en Grèce, est née au cœur du foyer méditerranéen, plutôt au nord, et qui lui-même accouchera plusieurs siècles ou millénaires après de la logique d'État-nation. C'est une sorte de modèle qui
et lui-même en permanence. C'est pour ça que je disais que l'idée d'État-nation s'est inspirée des restes du monde aussi. Elle ne vient pas quelque part d'un affrontement entre royaume ou empire européen à l'issue de la guerre au XVIIe. Hein. C'est un long processus, mais qui est d'abord et avant tout européen. Et donc, si on pousse un petit peu le raisonnement pour être politiquement très incorrect, comment peut-on envisager les relations internationales et l'application de ces logiques d'État-nation à des États qui sont fraîchement décolonisés dans un contexte de guerre froide et qui, comme on le dit à l'ONU entre 1945 et 1991, dans des logiques de prolifération issues des démantèlements des empires coloniaux, etc. Où vous avez en gros une cinquantaine d'États reconnus à l'ONU en 45, entre en gros 45 et 50, et puis vous allez en avoir aujourd'hui 193. Alors pour pousser vraiment être très, très politiquement incorrect, ça c'est pour Mélenchon derrière la caméra. Est-ce que le Mali aujourd'hui, c'est pour saluer nos amis maliens, est dans une logique d'État-nation? Je reprends la définition. Frontière. Clairement établie, reconnue et non problématisée, non problématique. Je vous laisse la réponse. Sentiment d'appartenance. Je vous laisse aussi la réponse. Légitimité d'un pouvoir politique organisé. Et je m'arrête là. Vous voyez ? Donc il y a un vrai sujet qui anime les relations internationales, en fait, de cette continuité du 19e jusqu'à aujourd'hui, sur quelque chose qui est né, qui a mis beaucoup de temps en Europe à émerger et à se constituer, qui a été démultiplié, proliféré, avec toutes les difficultés du monde ou pas, et qui fait le monde d'aujourd'hui, qui fait le système international d'aujourd'hui. C'est-à-dire un système qui s'est considérablement complexifié. Le système international en 2024 est autrement plus complexe et complexifié que le monde que vous aviez, si je remets cette carte-là, par exemple, et Mao, qui est en train de faire son discours à Pékin en 1949. Le monde est autrement beaucoup plus complexe, par le nombre d'États, par le nombre d'acteurs qui sont non étatiques, sphères d'influence interposées, séquentes, non séquentes, etc. Et là-dedans, bien évidemment, qui dit complexification, dit le ressort de la démocratie. Est-ce que la démocratie croît aujourd'hui dans le monde ou recule? Vous avez la réponse. Ça fait partie des grands sujets. Friction, État-nation, Dixit, démocratie, ou en tout cas tendance à être sur une logique de régime démocratique, tendance régime plutôt autocratique. On revient ici à la filiation politique, de génération en génération, filiation qui est familiale ou clanique. Hein? Puisque clanique... Alors déjà, je le rappelle, si vous voulez partir, n'oubliez pas de sortir un petit billet de 10 de votre porte-monnaie pour poursuivre en quelque sorte la réflexion. Voilà. Alors Jacques, vas-y. C'est une question sur l'écrasement progressif de toutes les minorités. Notre modèle, celui de la France, de l'Espagne, de l'Allemagne, etc., c'est d'avoir petit à petit fait disparaître toutes les langues régionales, enfin je veux dire l'existence de mini-États, je ne sais pas comment on appelle ça. Et je me posais la question, est-ce qu'on retrouve la même chose en Chine? Et puis j'avais découvert, je n'ai pas une grande culture géographique, hein, je n'ai pas eu l'opportunité d'étudier. J'ai découvert qu'en Russie, il y a énormément d'ethnies qui cohabitent. Et il y a un pouvoir central, mais en même temps une tolérance pour l'existence des différences. Quoi. Donc je me posais la question, est-ce qu'en Chine on retrouve la même chose? Alors, il y a merci. Pour le côté chinois, en fait, Chine populaire, c'est-à-dire Chine communiste, il y a eu une logique assez post-soviétique ou stalinienne, c'est-à-dire de classifier, de hiérarchiser des groupes ethniques et de les numéroter. Enfin, c'est l'idée de hiérarchiser, classifier. La photo, ça tombe bien, la photo que vous avez sous les yeux, à la suite du discours de Mao le 1er octobre 1949, va être des logiques d'organisation de l'État dominé par le Parti communiste chinois, donc un parti politique et ses codes et ses secrets qui dominent les affaires de l'État. Vous voyez le sujet. Va s'occuper du sujet de ce qui n'est pas Han, c'est-à-dire ce qui n'est pas Mao, et ici, je crois qu'il y a un Ouïghour, mais on ne le voit pas, il est derrière, sur la photo, qui sera justement non Han, mais qui sera un petit peu l'homme à la fois espion et intellectuel pour gérer le sujet des minorités musulmanes dans cette nouvelle Chine populaire.
Des intellectuels vont reprendre là aussi des travaux réalisés sous la période précédente de République de Chine, compliqué, hein, mais République de Chine, instable, etc. Des travaux encyclopédiques de classification des populations de telle région, telle province, etc., qui en fonction de telle mœurs, telle coutume, tel habillement, tel usage et habitudes alimentaires, habitat, bref, l'ensemble ethnologique et anthropologique d'un groupe humain sera classifié comme étant une minorité ethnique. Et on va avoir une forme d'artificialisation, de ranger dans des boîtes des groupes ethniques. Et je vous donne un exemple qui est parlant. En 1949, Mao annonce 55 minorités nationales. 55. Bon, ok, il y en a 55. Ok, chef. Et une qui n'est pas nationale. Donc, 5, c'est le pays, nouvellement proclamé, des 56 nationalités. Donc, une majoritaire, on revient sur notre logique impériale tout à l'heure, une majorité qui écrase une minorité, et 55 minoritaires. Et alors, le petit jeu dans le jeu, c'est sur les 55, il y en a 54 sur le continent, Chine, et une qui est à Taïwan. On ne va pas les oublier quand même. En minoritaire, mais il y a aussi la majoritaire Han qui est aussi à Taïwan. Donc il y a 2 nationalités, si vous voulez, à Taïwan. Ça, si vous voulez, c'est l'anecdote. Je referme la parenthèse. Dans les travaux sur lesquels se sont appuyés les communistes, des travaux des années 10, des années 20, donc précédents, vous aviez eu des ethnologues chinois qui sont en partie formés en Occident, en tout cas qui regardent les travaux d'ethnologie et d'anthropologie en Occident. Donc vous voyez, la communication Asie, Europe, Orient, Occident, qui est opérationnelle dans le domaine académique et intellectuel de cette époque-là, évaluée à plus d'une centaine de groupes minoritaires en Chine, années 20. C'était précisément même autour de 120. Et donc on va voir cette aseptisation, ce toilettage, cette standardisation par la nouvelle autorité politique pour dire c'est comme ça, il y en a 55 plus une, il y a 56 nationalités minoritaires. Ce sujet-là de toilettage va être, vous parliez de la Russie, va être inspiré des travaux soviétiques. Je disais, pendant la République de Chine, on s'inspire des travaux en Occident, avec la présence communiste, etc., et des émissaires et des officiers de liaison du KGB de l'époque, enfin NKVD et autres, de Moscou à Pékin et inversement. Vous allez avoir aussi la compréhension des sujets de politique intérieure inspirés du socialisme et de l'Union soviétique, où les soviétiques ont fait ce même travail en Russie. Alors là, moi, je suis moins connaisseur, mais on est, à ma connaissance, pour regarder ça, pour vérifier ça, autour de 120, 130 ou 140 nationalités du temps de l'Union soviétique, c'est-à-dire l'Union soviétique, donc de plus de 17 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire c'est l'Union soviétique des années 20, 30 à 40, etc. Et là-dedans, on retrouve Tadjik, Ouzbek, Russes, Tatars, Ingouches, etc., etc., etc. Donc d'une véritable mosaïque. Vous voyez la circulation dans les domaines, etc. Mais on reste sur un sujet qui est en fait éminemment sur la matrice impériale. Juste. Attends, Jacques, un tout petit instant, parce que tout à l'heure, c'était la vente et la signature des ouvrages de dédicaces. Juste avant cela, si vous voulez aider aussi les amis d'université, je vais demander à Philippe de se lever parce qu'il est un beau mannequin. Voilà. Merci. Voilà. Vous avez remarqué. Donc les t-shirts, ce n'est pas pour que vous vêtiez ce soir, mais que vous aidiez les amis d'université. Il y a des t-shirts que Monique donc, cède au prix de 15 € si vous le désirez. 15 € pour les t-shirts, 10 € pour l'ouvrage d'Emmanuel. Donc voilà, c'était une soirée monétaire, on va dire. Est-ce qu'il y a encore une question ou deux? Non, on a aussi des bulletins d'adhésion. Et aussi des bulletins d'adhésion, voilà. Alors, une question encore, peut-être pour toi? Monsieur, allez-y. Ah, allez-y. En début, vous avez dit, en présentant M. Laurent, si vous voulez monter une entreprise, en Chine, prenez son conseil. En 2010, les 4 supérieurs d'EDF apprenaient le chinois. Okay. Aujourd'hui, c'est la Chine qui vend le plus de centrales nucléaires au monde. C'est juste pour replacer les choses. Il ne faut pas monter une centrale nucléaire en Chine. Non, de toute façon, vous n'y arriverez pas. Oui. Enfin, c'est fini. C'est ça. Oui, mais dans le temps, c'est possible. Dans le temps, c'est possible. Non, maintenant, le conseil, c'est comment plier vos gaules pour repartir, quoi. Exactement. Mais on ne le fait pas facturer trop cher. Si vous voulez, je vous laisse mes coordonnées. Non, je plaisante. Non, mais vous avez complètement raison. Le temps a changé. Ça sera un peu le sujet de demain soir sur les empires se contractent et ça se traduit par le climat des affaires.
Parce qu'on n'a Ça, pas trop parlé économie. c'est souvent un indicateur, et que le climat des affaires en Chine est en fait en dégradation accélérée depuis 10 ans, pour plein de raisons, mais notamment des raisons politiques. Mais aussi pour des raisons la Chine revient à un réflexe de ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle a absorbé ce qu'elle voulait absorber, elle l'a métabolisé, et elle est en train de le restituer à l'étranger. L'exemple des centrales, centrales nucléaires ou autre chose, mais centrales nucléaires, et va donc remercier gentiment, poliment ou pas toujours d'ailleurs, les substances étrangères de son territoire impérial. Voilà. Mais vous pouvez quand même aller en Chine 15 jours sans visa. Faites ce que vous voulez. Je vous encourage à découvrir le pays si vous ne l'avez pas fait, si vous ne l'avez pas découvert. Merci beaucoup. Alors oui. Je voulais savoir si en fait la Chine n'a pas copié essentiellement l'Occident en écrasant, justement, quand on voit l'Europe, toutes les minorités ont été écrasées. Oui. On a une seule langue, Oui. manière générale. Oui. On parle le français, l'italien, l'allemand. L'ensemble des langues ont été... Et donc, je pense que la langue est un outil de pouvoir en même temps. Absolument. Donc, voilà, c'est ça que je veux savoir un petit peu. Peut-être que copier, peut-être pas. Non, justement, c'est ça. Pas nécessairement, parce que pendant la période impériale chinoise, donc de moult dynasties, en gros sur 2000 ans, il y a une croissance de l'empire par la diffusion du chinois et des mœurs chinoises, et par ce qu'on appelle, de manière générale, mais qui est un mot excellent pour comprendre la croissance impériale, l'extension de l'empire, par la sinisation. C'est-à-dire que, peut-être que je crois que j'ai préparé une slide sur ça hier soir, vous avez, il y a 2000 ans, des pays constitués qui vont se définir comme étant les pays dits du milieu, et non pas l'empire du milieu, ce qui donnera le nom de Chine, Zhongguo, les pays du milieu, unifiés, partageant des mêmes rites, des mêmes codes, etc., culturel, linguistique, intellectuel, spirituel, moral, confucéen, etc., et qui ont vocation à s'étendre par continuité géographique, et non pas à s'étendre par projection. Les questions de diaspora vont venir plus tard, c'est-à-dire d'une population chinoise qui est, je ne sais pas où, en Asie du Sud-Est, puis à La Réunion, puis à Perpignan, vous voyez. Ça viendra beaucoup plus tard. Mais d'abord et avant tout par croissance continue, spatiale continue, c'est-à-dire auréole continue, c'est-à-dire un centre et un espace qui a vocation à s'étendre, par sinisation. Moi je dis, pour l'expression qui est pédagogique, mais c'est pas politiquement incorrect, par cuisson lente, en référence au riz. C'est-à-dire que vous êtes au contact, ou en géologie on dirait métamorphisme de contact. Métamorphisme de contact, pression et température, vous vous transformez. Et alors je finis sur cette anecdote-là. Justement, pour la question des minorités sous l'Empire. Et Bao, c'est pas complètement défait de ça. Parce que 2000 ans d'histoire ne peuvent pas être balayés comme ça. Quand on a une culture qui s'installe sur 2000 ans, qui se perpétue, vous ne pouvez pas l'évacuer comme ça. On parlait de population chinoise ou non Han sous l'Empire, de population crue et de population cuite. Non Han. Cuite, c'est quoi? Cuite, cuisson lente, dans l'expression cuisson lente, c'est-à-dire qui est en contact avec l'univers chinois Han depuis souvent, dans beaucoup de cas, longtemps, c'est-à-dire qui a entretenu des contacts commerciaux, etc. Et donc en contact, donc emprunte la langue, chinois, et les variantes dialectales, bien évidemment, donc du cantonais, du sichuanais, du je sais pas quoi, peu importe, parce que le pays est immense. Mais la racine linguistique, c'est la même. C'est-à-dire que bonjour, comment vas-tu, ça sera bonjour, comment vas-tu, c'est simplement une question de prononciation, ou parfois des variantes grammaticales. Mais la langue est la même, variante dialectale. Mais aussi d'habitudes alimentaires. C'est très très important. Population cuite, qui est en voie de sinisation, plus ou moins accélérée. Population thaï, au sein de la Chine, mais qui mange du riz, qui habite des fonds de vallée, ou des morceaux de plaine, des trucs comme ça. Population crue. Autrement dit, plus péjoratif, on pourrait traduire ça par sauvage, barbare, mais qui est aussi dans l'orbite géographique et culturelle chinois, qui entretient à la fois une distance géographique avec l'univers chinois Han, c'est-à-dire qu'ils sont assez loin de Pékin, de Xi'an, des plaines de je sais pas d'où, du Yangtze, du fleuve je sais pas quoi,
géographiquement qui est assez loin, donc des populations birmanes, dans la jungle, etc., mais qui est aussi loin, pas nécessairement que géographiquement, mais culturellement, vont être considérés comme étant des populations crues, c'est-à-dire sauvages, barbares, les Mongols, parce que précisément ces gens-là ne sont pas sédentaires, sont des nomades, des éleveurs, l'agro-pastoralisme. Des populations crues seront des Tibétains, parce qu'en plus d'être loin sur des montagnes, les types, avec du lédiaque, moi chinois, compliqué quand même, dans le domaine du sauvage, c'est-à-dire des très hautes montagnes, le domaine du sauvage. Population ouïghour, autre religion, bizarre, ils mangent du raisin, truc bizarre au sein des routes de la soie. Population crue, les Mongols, etc., etc. Distance géographique, physique et distance culturelle. Et ces sujets-là vont percoler avec les questions de minorité nationale que j'évoquais tout à l'heure de Mao ou avant. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, vous avez ce Merci soir beaucoup. toutes les bases pour bien comprendre la conférence de demain. Car demain, nous plongerons dans la géopolitique actuelle avec justement cette sphère d'influence qui nous pousse vers l'Occident. Demain soir, c'est à 18h, à la fac de lettres de Saint-Denis, naturellement, amphithéâtre Genevois. C'est le premier amphithéâtre en ensemble dans la fac de lettres. Voilà. Donc à demain, maintenant que vous êtes nourris des bases, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Bonne soirée, et vous pouvez faire signer naturellement, si vous voulez, une petite dédicace.